Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette dernière partie du Coronavlogus, série qui revient sur The Mandalorian, la série Disney+, qui est la première série live-action Star Wars également. On va donc revenir dans cette partie sur les 2 derniers épisodes, et on va commencer tout de suite avec l'épisode 7. Épisode 7 donc, The Reckoning, un épisode d'une 40aine de minutes, qui met en place le dernier épisode de la série, et qui également fait un retour sur tout le début de la série. C'est enfin là que tout le développement des épisodes précédents prend de l'importance, qu'on redécouvre des personnages qui ont pensé être juste passés par là pour un épisode, y compris le droïde qui, quand même, jusque-là, avait pas servi à grand-chose, quoi. Il était annoncé joué par Taika Waititi, réalisateur de Thor Ragnarok, du prochain Thor, de pas mal de choses pour Disney. Il a fait Jojo Rabbit dernièrement, qui était aux Oscars, et au final, il avait eu que genre 2 minutes dans l'épisode 1, avant de crever comme une grosse merde. Donc là, d'un coup, il revient, et il va enfin prendre de l'importance, et on retrouve également son ami qui s'était fait sur la planète de la forêt, et Quill, donc le fameux I Have Spoken, qui vivait sur la planète dans laquelle il a été récupéré le bébé déjà à la base. Qu'il va voir pour lui demander de venir en aide quand il va retourner voir le chef des mercenaires qui lui tend plus ou moins un piège, en tout cas qui essaie de le faire revenir, mais qui voudrait aussi se débarrasser en fait de l'ancien impérial qui vit toujours ici, qui est toujours joué par Werner Herzog d'ailleurs. On va y revenir à ça. Faisons-le tout de suite. Je dis toujours on va y revenir, mais j'oublie après. Je comprends enfin vraiment le casting de Werner Herzog, qui a vraiment un jeu déjà qui est particulier qu'il apporte à ce truc-là, parce qu'il a ce moment où il touche le métal du Mandalorien de la façon la plus creepy possible. Tu veux dire vraiment un vieux mec libidineux et tout. Il joue vraiment très bien ce truc-là. Et en fait, dans une des répliques, son accent allemand est vachement revenu, et j'avais complètement oublié que Werner Herzog, comme son nom l'indique, est allemand. Et du coup, le fait de l'employer pour jouer le rôle d'un impérial est forcément lourd de sens, quand on sait que les impériaux ont pour beaucoup été basés sur le régime nazi, notamment au niveau du design des costumes, et qu'ils étaient censés évoquer ça, qu'ils étaient censés évoquer ce totalitarisme et ce fascisme. C'est vrai que prendre du coup Werner Herzog avec son léger accent allemand, même s'il l'a très bien dissimulé jusque-là, c'est lourd de sens, et ça donne un truc particulier par rapport à l'univers de Star Wars, donc c'est une très bonne décision. On découvre également dans cet épisode, donc le méchant principal, celui dont on a vu la jambe à la fin d'un épisode, qui s'appelle Moff Gideon, qui est joué par Giancarlo, comment il s'appelle, Esposito, qui jouait le patron des Pollos Hermanos dans Breaking Bad, et qui donc ici joue le méchant avec Hitler stache. Il a une coupe qui redescend un peu sur les côtés aussi, mais qui principalement est sur le bas du nez, qui je crois fait un angle comme ça ici. C'est pour autant Werner Herzog, je trouve ça subtil, autant la Hitler stache, on l'avait plus subtil que ça quand même. Mais c'est vrai que du coup, voilà, c'est un épisode qui va être vachement intéressant pour enfin lier tout ça sous un tronc commun, réunir du coup plusieurs personnes, et réunir des personnes pour lesquelles on a un certain attachement. Moi, je suis toujours aussi attaché en fait à Cara, c'est ça, il me semble. C'est ça, hein, Cara Dune. Je sais pas pourquoi, j'ai un kiff sur ces nanas qui kiffent tellement se battre qu'elles sourient quand elles se reçoivent des nions à la gueule. Il y a un petit délire comme ça avec Alita Battle Angel aussi, par exemple. Et elle est pareille, et je trouve que ça fait des personnages qui sont vraiment super cool, très très forts, quoi. C'est des personnages qui sont, ça marque une vraie rébellion, un désir de rébellion, et presque une envie d'affronter les coups, quoi. C'est des personnages qui ont des personnalités très fortes, qui sont assez intéressantes, et j'adore ce genre de cliché, et dès qu'il l'utilise, je trouve cool, et il l'utilise pour elle. Donc t'as toujours d'attachement pour elle, t'as d'attachement pour Quill, que t'as trouvé assez rigolo et sympa dans les autres épisodes. Et alors celui qui est surprenant quand même, c'est le droïde. Donc je vous l'ai dit, joué par Taika Waititi, on pensait qu'il allait être intéressant, il est vachement intéressant, mais il pose la question de la chronologie de cette série. Parce que quand même, il est mort à la fin de l'épisode 1, on a vu Quill ensuite à l'épisode 2, donc on sait qu'il n'a rien pu se passer à ce moment-là, et on a eu du coup maximum 4-5 jours quoi, qui se sont déroulés entre l'épisode 2 et celui-là. Bordel, en 4-5 jours, le droïde, il a eu tout un arc narratif hors écran, toute une reconstruction depuis le plus bas niveau jusqu'à réussir enfin à verser de l'eau et faire un truc et avoir toute une rééducation. Il a eu le temps de vivre tout un arc narratif pendant qu'on n'était pas là, et tu te dis, il s'est passé combien de temps, bordel? On a vu 4-5 jours passer maximum, comment ça se fait qu'il a eu le temps de vivre tout ça? Et tu sens que c'est vraiment pour développer le personnage et lui donner de l'intérêt au dernier moment,
parce que on n'a pas vraiment eu le temps de le faire après, et parce qu'il va lui arriver très vite quelque chose dans l'épisode suivant, donc ça fait un peu forcé quand même, et ça te fait vraiment te poser la question de la temporalité de l'œuvre, parce que c'est quand même très space. On a donc, avec le fait que le Mandalorian lui fasse confiance, l'aboutissement, quasi, hein, ça va être à l'épisode d'après, parce que effectivement c'est le dernier épisode qu'il faut que tout ait un payoff, mais dans une série, mais c'est un peu l'aboutissement de son problème avec les droïdes, il accepte finalement de lui faire confiance, de façon détournée, mais bon, et c'est marrant, c'est pour ça que je dis que cette évolution a été bizarrement traitée quand même, parce qu'il y a plusieurs épisodes où il a eu l'air relativement tranquille avec les droïdes, et notamment l'épisode où il est avec ses anciens collègues, où il a absolument rien dit de tout l'épisode sur le fait qu'il est un droïde, quoi. Et là, d'un seul coup, ça revient, mais puissance 10 000. Alors oui, d'accord, le droïde, il dit, ce droïde-là particulièrement a voulu tuer le bébé Yoda, je veux bien, mais enfin, t'as une des droïdes, elle a quand même l'air d'être vachement passée, et on t'explique qu'on l'a reprogrammée, donc enfin, à un moment, t'es conscient des réalités, quoi. Donc vraiment, je me rappelle plus exactement comment il paye off ce truc, mais du droïde, mais ça va être dans l'épisode 8, et je suis presque sûr que c'est parce que des droïdes ont tué ses parents. Tous les personnages sont bien traités, du coup, les relations sont bien traitées, parce que du coup, ça va être l'enjeu de l'épisode d'après. On a une petite scène assez rigolote avec un bras de fer entre Cara et le Mandalorien, qui montre bien la progression de leur amitié, et le fait qu'ils se respectent tous les deux, et qu'ils aient un rapport assez intéressant. Et je trouve qu'ils marchent vachement bien à l'écran, ils ont un rapport très, très, très sympathique et très chaleureux. Et il y a besoin, effectivement, de rappeler à quel point on les apprécie, ces personnages, et à quel point on les aime bien, malgré le fait que le scénario de la série soit parfois un peu vague, parce que on finit sur un méga cliffhanger, on a quand même un personnage qui est mort, d'autres personnages qui sont encerclés, le bébé Yoda qui est capturé, alors que c'est ce qu'on essaye d'éviter depuis le début de la série. C'est sûr que niveau cliffhanger de fin, on a rarement fait mieux quand même. On a rarement fait mieux que la moitié de l'équipe à moitié décimée. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, c'est un épisode qui marche vraiment plutôt bien. Bon, on a le payoff définitif du bébé Yoda qui est bébé Yoda chat, qui vient foutre le bordel dans la cabine du vaisseau. Ce qui, encore une fois, te fait te poser la question de comment est-ce qu'il comprend le monde qui l'entoure. Et c'est là que je vais avoir un petit souci vite fait avec l'épisode, c'est vraiment un épisode particulier pour comprendre quel est le rapport, la préhension du monde extérieur qu'a bébé Yoda. Il se rend pas compte qu'il fout la merde en appuyant sur les manettes du vaisseau et en faisant n'importe quoi, alors que le vaisseau bouge autour de lui quand même, donc il devrait bien savoir qu'il fait une connerie. À un moment, il se met à faire un étranglement de force. Un étranglement de force qui est censé être un truc vraiment des personnages qui sont loin dans le côté obscur, quoi. On n'a jamais vu un Jedi avoir cette capacité, et quand on prend les jeux vidéo par exemple, c'est toujours un pouvoir réservé au côté obscur, c'est pas un truc de Jedi d'étrangler les gens. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se demandent pourquoi est-ce que les Jedi étranglent pas les gens comme ça, et tu fais bah... Déjà tirer avec un fusil, ils appellent ça un truc incivilisé. Alors s'ils se mettaient à étrangler les gens à distance, enfin vraiment il y a aucun honneur là-dedans, quoi. C'est pas très respectueux ni de qui que ce soit. Et pour des gens qui sont censés incarner quelque chose de plutôt bon, ce serait pas terrible quand même. Et en principe les Jedi peuvent pas faire ça, donc c'est super bizarre. Et tu dis, quand tu vois tout ça, tu dis bon bah c'est un animal, quoi. Enfin il est conscient de plus ou moins conscient des choses, mais il est vraiment pas, mais à peine au niveau d'un poupon, quoi. Enfin c'est particulier ces réactions. Et pourtant la scène où Carl Weathers est blessé grièvement après une attaque de nuit, qui est vachement intéressante, la scène filmée de nuit est super cool, ça fait une belle lumière uniquement avec la scène uniquement avec le feu, et on a les créatures qui débarquent en plein milieu de la nuit, très peu éclairées, du coup en plein milieu de l'ombre, un peu comme dans l'épisode 5 où il y a ces petits trucs dégueulasses là qui rongent le vaisseau à l'intérieur du gros verre de l'espace, mais là du coup pris version quasi horreur, parce que ça débarque avec un screamer presque, et c'est une scène qui fout un peu les boules, qui est très stressante, et qui est vraiment traitée de façon action également, parce que ça tire de partout, ils sont presque éclairés par les tirs de leurs armes en fait. Donc c'est vrai que c'est une scène qui marche super bien, mais elle permet surtout à bébé Yoda de venir soigner Carl Weathers, ce qui est plus acceptable d'ailleurs venant de bébé Yoda que venant de Rey. J'aurais pu comprendre qu'une race qui est fondamentalement imprégnée par la Force et des capacités particulières comme ça, quoi, mais que n'importe quel Jedi qui a lu 3 pages d'un bouquin puisse guérir les gens avec... Tu te demandes pourquoi ils ont arrêté de le transmettre quand même, c'est un peu vital comme truc. Littéralement. mais du coup, tu te demandes, donc il est conscient que Carl Weathers est en danger, et il le sauve, quoi, alors que c'est censé être un méchant, alors que... C'est quand même particulier, quoi. Ça permet bien au scénario de progresser, ça permet au retournement d'avoir lieu, et il est très bien justifié du coup grâce à ça, mais comment ce truc voit le monde, comment ce truc comprend le monde, c'est quand même très compliqué, quoi. Un dernier petit truc par rapport à l'écriture, on commence quand même avec un exposition dump, c'est vraiment de Carl Weathers, du personnage de Carl Weathers, comment il s'appelle? Greef Karga.
Donc Carl Weathers qui passe un coup de fil au Mandalorian pour lui demander de venir et qui vraiment te résume alors voilà ce qui s'est passé depuis ce moment-là, voilà comment est la situation, voilà quel est mon souci, voilà quel est mon angle, voilà machin. Ça fait un petit peu sec quand même comme texte. En termes de mise en scène, j'ai parlé de la scène de nuit, donc qui est très bien tournée, façon action. C'est encore un épisode réalisé par Deborah Chow, et c'est encore un des meilleurs épisodes en termes de divertissement et même en termes de réalisation tout court. Elle fait de magnifiques plans larges sur les environnements pour voir les personnages avancer, qui sont vraiment plutôt bien tournés et plutôt jolis. Et elle a une façon de traiter le début, quand ils arrivent, la semi-confrontation entre l'équipe du Mandalorian et l'équipe de Carl Weathers, qui vraiment a un côté très western, ils sont filmés en champ contre champ, chacun en ligne, à se faire face, en chien de faïence, à pas bouger, avec les mains sur les hanches et les balasters prêts à sortir, donc c'est vraiment très western. Ce qui est approprié parce que Star Wars était beaucoup inspiré aussi par les westerns, comme l'était Star Trek d'ailleurs, auquel ils ont fait une allusion dans l'épisode 4. Et là, c'est vrai que c'est très très bien tourné, on dirait vraiment un plan de western, d'autant qu'ils sont dans le désert, et il y a la petite nouveauté, le petit changement, que d'habitude ces westerns sont tournés avec un soleil tapant, avec les personnages qui sont en sueur et qui se regardent, tu sens qu'ils sont pas à l'aise déjà dans leurs vêtements de base, donc en plus pour se battre ça va être encore plus particulier, et là ils le filment à la tombée de la nuit, avec une belle lumière de tombée de nuit, provoquée par l'écran LED, mais une belle lumière de tombée de nuit, une bonne exploitation de cette lumière, et ce qui du coup traite cette scène de western sur un angle un peu différent, et la personnalise, et lui donne un cachet assez Star Wars, puisque on est dans un décor de Star Wars, avec une tombée de la nuit dans Star Wars. La tombée de la nuit elle-même fait pas très Star Wars, hein, bien sûr, mais dans cet univers de Star Wars, ils ont personnalisé le truc western avec ça, avec le style, l'environnement, et puis la présence d'aliens évidemment à l'écran, ou d'un Mandalorien. Il y a aussi une très très belle utilisation du TIE Fighter, dont elle va montrer la menace en le filmant en train d'atterrir, en commençant par un plan au sol qui est levé sur le vaisseau qui est en train d'arriver, donc la menace qui vient du ciel, qui est un peu dont on ne peut pas s'échapper. C'est le premier TIE Fighter qu'on voit de la série, on a vu des X-Wing dans l'épisode d'avant, mais c'est le premier TIE Fighter qu'on voit, ils l'ont donc bien utilisé, parce que quand tu le vois arriver, tu fais « Oh merde, un TIE Fighter, c'est le vrai symbole de l'Empire, c'est le vrai truc dangereux », et quand tu le vois se poser extrêmement lentement, et avec la musique qui est au-dessus, ça a énormément de classe et ça rend vraiment menaçant. Et notez d'ailleurs que la musique est vraiment encore une fois très très bien étudiée et très bien utilisée dans l'épisode, notamment par rapport au générique de fin, parce que comme on finit justement sur un cliffhanger et que la situation n'est pas très bonne pour les personnages, au lieu d'avoir la musique habituelle, le tadam qui démarre bien gentiment et bien joyeusement à la fin du truc, on a cette fois-ci une musique qui démarre beaucoup plus calme, qui fait pas de grands renforts de violon avant une bonne minute, il y a un bon build-up au début, donc c'est plutôt discret, et du coup on a quelque chose qui est assez différent en termes de l'ambiance à la fin de l'épisode. Il casse pas l'ambiance de l'épisode en mettant de la musique habituelle au générique, quoi. Ce qui est très classique, hein, ça se fait souvent dans les séries, mais c'est bien de le noter. Le dernier truc que je voudrais noter avec cet épisode, c'est la petite anecdote. Cette série, du coup, a de la gueule, ça a l'air vachement impressionnant, et tu te dis que du coup c'est une série qui a du côté du pognon, et c'était important, c'est clair qu'une série Star Wars coûterait du pognon, s'ils n'avaient eu leur technologie, qui a donc bien réduit les coûts du truc. Mais en fait, ils ont toujours un budget de série, et ils étaient vraiment dans la merde vers la fin, parce qu'en fait, ils ont pas beaucoup de costumes de Stormtroopers. Je sais pas pourquoi ils ont pas produit plus dans les films, et du coup, pourquoi il n'y en a pas de disponible. Peut-être qu'ils tournaient l'épisode 9 à ce moment-là, et du coup, ils étaient pas disponibles. C'est peut-être pour ça qu'ils en ont fait des rouges, mais du coup, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y avait un défaut de Stormtroopers. Et du coup, ils ont fait appel à la Légion 501, je crois, qui est un groupe de fans de Star Wars qui a la particularité de tous avoir des costumes de Stormtroopers, on les voit souvent dans les défilés Star Wars, et en fait ils leur ont demandé de venir avec leurs costumes pour pouvoir avoir les costumes disponibles sur leur production et avoir plus de Stormtroopers à l'écran que les quelques costumes qu'ils avaient à disposition. Je crois qu'ils ont réussi à récupérer le truc des Stormtroopers, des Death Troopers, ceux qui sont noirs de Rogue One parce qu'ils servaient plus à rien, et qui collaient pas mal à la période et au fait que c'est des trucs qui sont faits avec les restes de l'Empire, mais c'est quand même un truc très particulier. J'arrive pas pour moi, à la base, quand j'ai entendu parler de cette histoire-là, c'était, c'est cool, ils ont été chercher des fans pour les mettre dans la série, quoi. C'est une bonne chose, ils ont plutôt bien joué sur ce coup-là, quoi. C'est plutôt sympa de faire venir des fans dans la série. Et en fait, après, j'ai eu l'anecdote que, en fait, c'était une question de budget, on n'avait pas suffisamment de budget pour payer tous les costumes, pour avoir tous les figurants, pour les trucs dans ce genre-là. Donc on a fait venir les fans de la Légion 501 avec leurs costumes et tout le bordel, et on leur a fait faire le truc. Je sais pas, c'est très particulier quand même. Pour Disney en plus, ils sont radins ou quoi. Je vais me faire le dernier épisode. Ça fait quelques heures maintenant que je suis en train de voir ces épisodes et de faire des petits retours après, donc ça prend du temps. Il est quoi? Il est 4h du mat là. Donc c'est parti pour le dernier épisode de The Mandalorian.
Et voilà, épisode 8, Redemption, réalisé par Taika Waititi, donc qui joue le rôle du droïde, le IG, c'est ça il s'appelle, IG-11, et qui réalise également ce dernier épisode. Du coup, l'épisode est pas mal imprégné de sa patte, il y a pas mal de touches d'humour un peu partout. L'épisode fait 48 minutes, c'est donc le seul de cette saison à avoir une durée normale d'épisode de série TV. Et ça se sent parce que ils ont mis beaucoup de choses dedans, au niveau de l'histoire, mais aussi au niveau de l'action. C'est pour ça qu'il fait 48 minutes. Et c'est un excellent épisode de fin de saison. Il y a un climax, il y a un combat qui est vachement sympa, vachement impressionnant, et qui est jamais vu encore dans Star Wars, un humain contre un TIE Fighter. Donc vraiment un épisode qui est plutôt de qualité. Pour revenir vite fait sur les pointes d'humour insérées par Taika Waititi, il y a eu de l'humour dans le reste de la série, mais là pour le coup t'as vraiment des trucs qui font sketch à la Taika Waititi, notamment toute la scène d'intro sur les Stormtroopers, qui de l'aveu de la production je crois, est presque improvisée par Taika Waititi, elle était pas dans le script à la base, et ça se sent un petit peu parce qu'un des sketchs c'est que Gideon apparemment tue ses propres hommes, ce qui n'est pas du tout montré dans le plan suivant. Quand tu démarres dans le truc, tu vois pas de cadavre de Stormtrooper, t'en vois pas par terre, tu vois pas les gens qui ont peur de lui ou un truc dans ce genre là, ils sont juste là, voilà, et ils attendent quoi. Donc ça s'introduit pas vraiment dans le truc. Mais cette scène d'introduction est quand même plutôt drôle, avec déjà il fait un build-up sur les Stormtroopers dont il fait de très très gros cons. Notamment, il fait en sorte que le spectateur vraiment nourrisse de la haine envers ses personnages à cause de ce qu'ils font au bébé Yoda, puisqu'ils le tapent. Et évidemment, comme tout le monde s'est amouraché de bébé Yoda pendant la série, personne n'a envie de le voir en train de taper sur le bébé Yoda, qui est quand même un bébé de base, donc voilà, peu importe que j'aime bébé Yoda ou pas, t'as pas envie de voir des gens taper sur un bébé, quoi, un bébé, un petit animal, un machin. Ça les rend très très cons. Et on est très content quand IG débarque et leur marave la gueule, parce que ils en prennent vraiment très très cher, et ils en prennent autant que ce qu'ils ont donné au bébé Yoda pour le coup. Il y a, je sais pas qui a eu cette idée du coup, si c'était dans le script ou pas, mais il y a cette unité R2 qui a le droit d'avoir des bras et des jambes pour la première fois dans l'univers Star Wars. Et en plus c'est révélé par en plusieurs étapes. C'est un petit peu un slow burn de révéler son apparence, parce qu'à la base il est coincé dans de la lave. C'était assez rigolo comme truc, je sais pas si ça vient de lui ou pas. Et pareil, je sais pas si c'était dans le script ou pas, mais il a des bonnes répliques avec Carl Weathers qui dit au bébé, à bébé Yoda, fais le truc avec les mains, et bébé Yoda qui lève la main quoi. Et immédiatement après il tourne la tête, il fait, j'ai plus d'idées. Ça marchait super bien, ça m'a fait beaucoup marrer. Donc c'est vrai que l'épisode a pas mal de trucs très rigolos. Il y a aussi le petit truc où t'as les Stormtroopers qui s'entraînent à tirer et qui visent tout le temps à côté. Ce qui marcherait dans un autre truc de Star Wars, mais dans celui-là, les Stormtroopers sont plutôt efficaces en fait. Ils ont quand même buté les Mandaloriens. Il y a d'ailleurs une image qui évoque beaucoup la Shoah, avec quand ils rentrent dans les restes de l'abri des Mandaloriens et qui trouvent les piles de casques par terre, qui évoquent clairement les piles de vêtements et les piles d'accessoires et les piles de cheveux qu'on a découvert quand on a libéré les camps de concentration allemands. Donc encore une fois, cette série met beaucoup l'accent sur le parallélisme entre l'Empire et le régime nazi. Honnêtement, ça va, ça se tient. Je suppose quand même qu'un mec comme Taika Waititi, qui a fait un film sur la Seconde Guerre mondiale et le massacre des Juifs, a quand même une certaine sensibilité par rapport à tout ça, et si c'était pas bien, il l'aurait probablement pas fait. Taika Waititi, c'est aussi très bien gérer l'action et le suspense et les choses qui sont dures en vérité. Bon, il a montré un peu avec Jojo Rabbit, parce que c'était un film qui avait une dualité entre un ton assez comique et la Seconde Guerre mondiale, mais je trouvais que justement qu'il était très resté dans le comique, donc je trouve ça intéressant de voir que là, il arrive à vraiment traiter les choses de manière assez dure et sombre. Il fait un très beau slow burn avec une espèce de sulfateuse qui a été construite spécialement par l'équipe de Gideon pour détruire le groupe. Montée spécialement, pas construite spécialement, mais montée spécialement pour les détruire, avec Moff Gideon qui fait un grand discours sur les capacités de destruction de cette arme, qui du coup fait un très bon slow burn de la tension, de la montée de la tension. On se demande ce que les personnages vont se prendre dans la gueule et comment est-ce qu'ils vont s'en sortir avec ce truc-là, quoi. Donc ça marche plutôt bien. Et ce qui est intéressant avec ce que fait Moff Gideon, c'est que du coup ça développe aussi l'univers de Star Wars quand il fait ça. Le fait qu'il fasse référence à une vieille guerre et à ce que cette sulfateuse a pu faire pendant la guerre, etc. C'est intéressant pour le lore de Star Wars. On a un magnifique plan large sur les troupes de Stormtroopers qui, en plus d'être beau, en plus d'être bien cadré, en plus d'être bien composé, rend le truc très impressionnant et rend la sensation du danger, quoi. On voit jusqu'à quel point ils sont menacés. Quand Gideon s'en va, il fait un magnifique travelling de profil, donc qui suit parfaitement Gideon en train d'avancer, et il est derrière des rangs de Stormtroopers, donc tu les vois passer au premier plan.
ce qui rend le plan vachement dynamique, parce que du coup quand il y a un truc qui passe au premier plan, ça passe très très rapidement, ce qui travaille aussi de la profondeur, et ce qui travaille aussi le côté dangereux de Gideon, qui est entouré donc de ses troupes, et qui représente donc une menace. T'as aussi sa façon de filmer Gideon sur le champ de bataille, il est tout à fait droit, impassible, il est pas choqué par quoi que ce soit, il est alors que tout le monde se tire dessus, etc. Il est millimétré, robotique, il tire comme ça. Il travaille très très bien le méchant et le gros méchant, quoi, le méchant qui est vraiment imposant et qui est très clairement dangereux. Donc du coup c'est très bien joué et aussi très bien mis en scène par Taika Waititi. C'est la première vraie difficulté à laquelle fait face le Mandalorien, il s'en est plutôt bien sorti jusque-là, mais là pour la première fois il est vraiment blessé, ce qui va amener d'ailleurs à l'aboutissement de son arc avec les droïdes, quand du coup il va laisser IG lui retirer son casque, et qu'on va enfin voir Pedro Pascal, je reviens là-dessus dans 2 secondes. Il y a aussi comment est-ce qu'il filme bébé Yoda qui empêche les flammes d'atteindre les personnages, qui honnêtement était vraiment très impressionnant et plutôt cool, et c'est une scène qui te donne un peu de frisson dans le dos, quoi, quand tu vois la puissance de ce tout petit truc. Il filme le combat entre la reine des Mandaloriens et quelques Stormtroopers, qui est d'une violence inouïe, avec les casques qui explosent à cause des coups de marteau et des machins, enfin ça marche très très bien, et c'est une très très belle scène de baston, en plus très rapide et très efficace, qui montre que la reine des Mandaloriens est vraiment très entraînée. Je sais pas si c'est la reine ou si c'est juste une qui gère, elle a l'air d'être la reine des Mandaloriens. Même son casque, c'est presque une couronne, il y a des petits pics qui dépassent. Et puis il y a la très impressionnante séquence de fin, filmée sur une aile de TIE Fighter, qui est quand même assez cool, ce qui doit être relativement à faire avec l'installation de tournage, mais c'est vrai que du coup ça donne un angle et ça permet de faire une scène qui a jamais vraiment été vue, et qui est très impressionnante, qui a beaucoup de gueule, et qui peut être produite avec un budget de série, quoi. C'est quand même assez ouf de réussir à faire une scène aussi impressionnante comme ça, une scène dans les airs et tout. C'est pas un truc qui est facile à faire, les trucs qui se passent dans l'air, en principe, ça a pas l'air très réaliste et c'est toujours un peu dégueulasse. Et ça passe pas très très bien. Là pour le coup, tu sens que c'est impressionnant, et puis ça fait pas fond vert, parce que tu vois très bien que les personnages sont à côté de l'environnement, quoi, en première loge pour filmer ce climax ultra impressionnant. Je voudrais donc revenir une dernière fois, grâce à cette question du budget, pas une dernière fois, revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur Pedro Pascal, qu'on révèle donc enfin dans cet épisode. On retire enfin le casque du Mandalorien au dernier épisode, on voit le visage de Pedro Pascal. Comme c'est une série télé, et que les mecs économisent jusqu'au dernier centime de dollar, et que leur héros, leur personnage principal, est masqué pendant tout le truc, figurez-vous que pendant une bonne partie de la série, c'est pas Pedro Pascal qui est sous le casque. Bon, je suppose déjà qu'il y a une bonne partie où c'est son cascadeur qui fait les choses pour lui, il y a quand même beaucoup de scènes de baston dans le truc, mais il se trouve que, effectivement, comme les acteurs préfèrent qu'on voit leur visage, et que ils coûtent plutôt cher quand c'est des acteurs qu'on peut mettre en tête d'affiche, qu'on peut mettre dans un rôle principal du Mandalorien, par exemple, et ben il y a plusieurs scènes où on a tourné sans Pedro Pascal, on a tourné avec une doublure, et lui il a fait le doublage ensuite. Comme il est sous un masque, ça s'entend jamais, donc on s'en fout complètement, on peut le faire, y a pas de souci, quoi. Je sais pas à quel point il n'a pas été présent sur le plateau et derrière le masque. J'ose imaginer qu'il n'a pas été présent que pour la scène où on a retiré son casque, ce serait quand même ultra abusé. Donc je suppose qu'il devait être sur quelques épisodes par-ci par-là, ou des trucs dans ce genre-là, mais il y a beaucoup de scènes dans lesquelles c'est pas lui, a priori. Je vous encourage à faire vos propres enquêtes pour savoir quelle scène en particulier, parce que j'ai pas ces renseignements. Voilà, je sais que j'ai lu qu'il n'était pas sous le casque à plusieurs reprises. Vous pourrez trouver ça sur internet. Donc pour rappeler une dernière fois, qu'on fait pas une série qui a ce genre de gueule, avec un budget et des techniques de série normales. Pour faire cette série Star Wars, il a fallu faire tout un tas de choses qui étaient vraiment pas très habituelles dans le milieu de la série, et c'est aussi pour ça que le tournage a été, et la technique, elles sont révolutionnaires dans la série, et ils sont vachement intéressantes. Mais c'est vrai que ça n'aurait pas pu se faire dans d'autres conditions qu'avec les technologies qu'on a actuellement, quoi. Donc vraiment, il y a une très bonne réalisation de la part de Taika Waititi, et il y a aussi par exemple un très beau plan quand on a enfin le flashback complet de l'histoire du Mandalorien, on avait vraiment eu absolument toute l'histoire avec le premier flash dans le premier épisode, quoi. Ils auraient mieux fait de garder ça complètement secret, parce que je vois pas ce qu'on a appris de plus avec cette partie-là. On avait déjà vu les droïdes, on avait déjà vu l'attaque, on a vu que les Mandaloriens sont venus aider, et que c'est pour ça qu'il est devenu Mandalorien. Mais alors, est-ce que vraiment ça valait le coup d'attendre 8 épisodes pour ça, de travailler, et surtout en gâchant le truc dès le début, en gâchant une bonne partie des révélations avec le flashback? Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu particulier, et ce qui m'a beaucoup fait marrer, c'est quand le Mandalorien vient libérer le personnage, je me rappelle plus son nom du coup, quand il vient récupérer le gamin, quand il ouvre la porte, il y a un riff de guitare qui joue le thème du Mandalorien, mais guitare électrique, quoi, et ça fait tellement cheap, ça fait tellement vieux, ça m'a fait marrer en fait, pour le coup. J'ai pas trouvé ça classe, j'ai trouvé ça un peu ridicule, quoi, la guitare qui fait
je sais pas trop quoi quand le Mandalorien arrive, je me suis dit, un peu ridicule là quand même pour le coup. Et puis alors vite fait pour finir sur 2-3 trucs qui me paraissent un peu bancal, j'adore que donc on remet un insigne au Mandalorien quand il a une, je sais plus comment on appelle son truc, un symbole quelconque qui doit représenter lui quoi, sa caste, et on lui met un symbole de caste, l'animal qu'il a tué grâce au bébé Yoda, donc pas un symbole de quelque chose qu'il a réussi à accomplir tout seul, quoi. Il y a quand même vachement de trucs qui représentent le symbole de son accomplissement et de ce qu'il peut faire. Le seul truc qu'on retient, c'est « Ah bah, à un moment, on t'a quand même aidé à buter un animal, quoi. Et du coup, on va prendre cet animal-là pour prouver ta valeur. » Elle en fait tout un symbole avec vous êtes un clan de 2, toi et le bébé Yoda, donc du coup, c'est sans doute pour ça que ça justifie que ce soit l'animal qui soit son emblème, mais ça paraît un peu foireux, sorti de nulle part, et ça me paraît un peu complètement con. Et puis, c'est bien pratique, tout le truc des Mandaloriens, là, le This is the way, tout le bordel, pour imposer aux Mandaloriens de devoir s'occuper du bébé Yoda, quoi. C'est, ah non, non, si t'as trouvé un enfant, tant que tu l'as pas ramené, c'est ta responsabilité, this is the way. Et machin, mais je veux pas this is the way, et machin, this is the way. C'est pratique, quand même. Mais voilà, j'ai juste quelques petites, légères remarques sur ces trucs-là qui me paraissent un peu bancales. C'est un très bon épisode de fin pour une série qui, du coup, maintenant qu'on est arrivé au bout, bah, honnêtement est franchement pas mal. J'ai toujours pas mal aimé les séries Star Wars. Bon, même si j'ai jamais été jusqu'à la fin de Clone Wars, et même là j'ai démarré la saison 7, mais je me suis arrêté au milieu quand on démarre le scénario d'Ahsoka, simplement parce que je devais faire autre chose à ce moment-là, et j'ai vraiment pas spécialement l'envie de m'y remettre. J'ai eu le temps de me refaire tout le Mandalorian avant de repenser à voir la fin de Clone Wars. Mais j'ai quand même beaucoup aimé la série, j'aimais beaucoup Star Wars Rebels, et c'est vrai que The Mandalorian, malgré les défauts d'écriture inhérents et habituels à Disney, et ben ouais, c'est quand même une série qui est plutôt cool, c'est une série qui a de la gueule, c'est le Star Wars qu'on aurait voulu voir au cinéma, quoi, un truc qui est un peu plus travaillé, un peu plus profond, qui respecte le lore, qui l'augmente un petit peu, qui fait pas que l'agiter sous le nez des fans, il le fait aussi, mais il fait pas que ça, il le travaille, il l'augmente, il fait pas que le citer et qu'être en révérence devant ce truc-là, il arrive à créer son propre univers, ses propres castes avec tout l'univers des Mandaloriens, et de Mandaloriens survivants, pas spécialement la race enfin le groupe qui existait déjà, parce que c'est pas une ethnie, c'est pas une race, c'est une caste, it's a creed comme on dit dans le truc. Et il développe donc ce truc-là, et il développe le Mandalorien lui-même, il développe son entourage, il développe tout un tas de trucs au niveau du monde des mercenaires qu'on n'a jamais trop exploré, à vrai dire, en dehors de Han Solo lui-même. Donc c'est vraiment une série qui a sa propre personnalité, qui fait des trucs cool, et honnêtement, quand ils m'ont foutu à la fin de la série le sabre noir des Mandaloriens, j'étais fou. J'avais presque j'adore les sabres laser. C'est un des trucs de Star Wars, s'il y a un truc dont je suis fan dans Star Wars, bon je ne suis pas fan en général, mais s'il y a un truc dont je suis fan, c'est les sabres laser, qui sont vraiment trop cool, et le sabre des Mandaloriens, le sabre noir, il est tellement classe, quand il te l'a fait sortir à la fin du truc, déjà ça te le met en place comme un vrai ennemi au Mandalorien, puisque manifestement c'est un mec qui va voler des artefacts Mandaloriens et qui pourchasse ce genre de trucs. Et le fait que le méchant principal est le sabre des Mandaloriens, qu'on n'a plus vu depuis Rebels, où il était apparu aussi, ça prouve à quel point ça va être un méchant cool, et ça me donne vraiment envie de voir la saison 2, sachant qu'on a aussi le teasing du on va retrouver la famille de Yoda, donc on va enfin en apprendre plus sur l'espèce de bébé Yoda, donc on va enfin en apprendre plus sur son espèce, on va enfin comprendre d'où ils viennent un petit peu, etc., etc., donc ça te donne plutôt envie pour la saison 2, quoi. Esthétiquement, c'est quand même une série qui a vachement de gueule, grâce à son système de tournage extrêmement cheap. C'est pas le truc le mieux écrit du monde, mais c'est infiniment, et j'insiste là-dessus, c'est infiniment mieux écrit que la trilogie Star Wars au cinéma, malgré des défauts dont on a parlé. Donc, honnêtement, The Mandalorian, c'est plutôt une très bonne expérience en ce qui me concerne. Il y a des temps morts, c'est en dents de scie, il y a des défauts, même dans les meilleurs épisodes, mais honnêtement, c'était plutôt cool. Là, me refaire la série entière, ça a été vraiment sans aucun problème, volontiers. Et quand le premier épisode, quand le premier teaser de la série de la saison 2 va sortir, il est probable que je saute dessus. Et quand la saison va sortir, il est probable que je la regarde parce que j'ai vraiment passé un bon moment devant cette série. On a eu des personnages très appréciables, très bien développés, y compris des femmes fortes, comme quoi c'est pas compliqué à faire, bordel de merde, il suffit de savoir les traiter correctement, de savoir bien les écrire, de savoir leur donner une personnalité, un passé, des enjeux. Enfin voilà quoi, moi je la comprends cette nana, contrairement à Rey par exemple qui voulait rester toute seule dans son coin, moi je comprends cette nana qui a un traumatisme par rapport à l'Empire, qui donc du coup, dès qu'il lui dit en fait si je t'engage c'est pour aller buter un mec de l'Empire,
on part quand? C'est, voilà, tu comprends sa personnalité, c'est logique qu'elle en arrive là, c'est pas un truc qui débarque comme un cheveu au milieu de la soupe dans un truc, elle est putain d'entraînée et il y a une raison, elle vient de l'armée et c'est normal qu'elle soit super puissante. Donc, enfin voilà, on sait écrire des personnages correctement quand même dans cette dans cette entreprise, quoi, dans ce Disney Lucasfilm. Il faut juste se laisser le temps, il faut juste le faire correctement, et donc j'ai l'impression qu'en termes de production notamment, Jon Favreau s'en est bien mieux sorti que Kathleen Kennedy, qui est quand même créditée comme productrice exécutive, mais elle est présidente de Lucasfilm, donc je crois que c'est presque obligatoire de la créditer quelque part dans le truc, mais il me semble vraiment qu'elle a eu très peu d'incidence sur la préparation de cette série. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que Jon Favreau serait la bonne personne peut-être pour récupérer Lucasfilm après Kathleen Kennedy. Il est censé être réalisateur, mais bon, ça lui a jamais tenu particulièrement à cœur, manifestement. Il a réalisé que les Iron Man et 2 films avant ça, il a jamais fait grand-chose entre-temps. Il a fait un film sur la bouffe qui s'appelle Chef, je l'ai pas encore vu. Apparemment, il est très bien, tout le monde en dit que du bien. Et puis j'aime bien ces Iron Man, c'est vrai qu'ils sont bien foutus, mais a priori, c'est pas le genre de mec, je pense, que ça dérangerait de sortir de sa carrière de réalisateur pour faire autre chose. Surtout que même président de Lucasfilm, ça doit pas l'occuper... Enfin, ça doit pas être une occupation si monstrueuse que ça. C'est vrai que c'est un mec qui pourrait potentiellement, un peu à la Lucas, abandonner sa carrière de réalisateur et prendre en charge une entreprise dont, manifestement, il aime beaucoup, beaucoup la licence. Il me semble qu'il était déjà fan de Marvel, par exemple, il me semble qu'il est très très fan de Star Wars, et ça se voit qu'il respecte le truc, ça se voit qu'il voulait faire du bon travail, quoi. Il a les défauts d'écriture qui lui sont inhérents et qui sont inhérents à Disney, mais ça se voit qu'il voulait bien faire avec cette série, ça se voit qu'il a voulu préparer un truc intéressant, qui exploitait correctement l'univers, qui avait de la gueule, et il s'est donné les moyens de le faire, et le temps de le faire, surtout. Donc vraiment, honnêtement, c'est une bonne expérience de Mandalorian, et je vous conseillerais honnêtement le visionnage, surtout maintenant que Disney Plus est arrivé en France, et qu'on peut le faire légalement, même si tous les épisodes ne sont pas géniaux, mais quelle série a la totalité de ces épisodes génialissimes? X-Files. Voilà donc pour ce Coronavlogus série, qui sera, je l'espère, exceptionnel. Vraiment, essayez de pas trop me commander des vlogs sur des séries, parce que c'est long, c'est très très long à faire. Quelle heure il est là maintenant du coup? 5h25. Donc ouais, ça prend du temps, ça prendra du temps à monter aussi. Voilà, les trucs sur les séries, c'est vraiment pour ça que je les fais pas, ça prend beaucoup trop de temps. Vous voyez comment je les traite, je peux pas traiter ça de façon superficielle et juste dire un avis sur la série sur une saison complète. Il faut que je revienne sur tous les épisodes, il faut que je revienne sur la mise en scène, il faut que je revienne sur l'histoire, il faut que je revienne sur tout. Ça me prend un temps fou, donc c'est vraiment pas pratique. Mais, pour vous faire plaisir, et en cette période exceptionnelle, cadeau, je vous ai fait ce petit Coronavlogus sur une série télé. Vous savez ce qui vous manque maintenant, vous savez ce que vous n'aurez pas. Au lieu de quémander quelque chose, peut-être que je peux faire des critiques très nulles, hein. Vous allez me dire d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette critique de série? Est-ce que vous avez trouvé que c'était cool? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a passionné? Est-ce que vous avez regardé la série avant? Est-ce que vous l'avez regardé pendant que vous regardiez les vidéos? Dites-moi tout ça, faites-moi vos retours. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, regardez des films ou des séries. Ciao!